Alors, je vais commencer peut-être par le rappel historique qui s'étale du début de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que l'éducation des peuples autochtones, sous l'ère de la colonisation, bien sûr, commence au 16e siècle. Alors, on a plusieurs petites écoles qui ont été fondées par des communautés religieuses pour éduquer et surtout évangéliser des nations comme les Wendat, les Mohawks, les Abénaquis, les Micmacs. Tout cela se faisait le long du fleuve Saint-Laurent et on a eu des résultats plutôt mitigés. Si bien que au 19e siècle, donc à partir de 1831, il y a eu le début de la période des écoles industrielles et les premiers pensionnats indiens. En 1879, Nicolas Floyd Davin propose que les pensionnats deviennent le fer de lance d'une politique de civilisation agressive des populations autochtones. En 1907 et 1908, il y a une recherche qui est opérée par le docteur Bryce et le comptable Paget. Et puis ces deux-là remarquent que l'état lamentable des pensionnats de l'Ouest canadien, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore de pensionnats au Québec, il y en a seulement en Ontario et dans l'Ouest canadien, et on déplore le grand nombre de cas de tuberculose dans les pensionnats canadiens. Donc, c'est intéressant parce que un petit peu plus tard, en 1919, Duncan Campbell Scott, qui est un parlementaire canadien, abolit les inspections médicales dans les pensionnats. Donc, il y a des cas de tuberculose, ben, pas de problème, on va abolir les inspections médicales et ça va régler le problème, malgré un taux de mortalité qui est plutôt alarmant. Alors, malgré tout ça, c'est une mise en bouche, là, le premier pensionnat autochtone ouvre à Fort-Georges au Québec en 1934, alors que le dernier, celui de La Tuque, fermera ses portes en 1980. Au Canada, le pensionnat Gordon opérera jusqu'en 1996 en Saskatchewan. On estime au total qu'il y a eu environ 150 000 enfants autochtones qui ont fréquenté les pensionnats entre 1879 et 1996. Donc, vous aurez compris que toute la période entre 1831 et 1896 est ici, et 1879, pardon, est ici exclue. Alors, il y en a beaucoup plus que 150 000. Au Québec, 13 000 enfants ont fréquenté un pensionnat. Tenez compte qu'il n'y a eu aucun pensionnat autochtone au Nouveau-Brunswick, aucun à Terre-Neuve et aucun à l'île du Prince-Édouard. Alors, ça nous amène en 1951. À ce moment-là, il y a un amendement à la loi sur les Indiens, qui est une loi fédérale. Un amendement en vertu duquel un Autochtone cesse de perdre son statut lorsqu'il obtient un diplôme universitaire. Donc, autrement dit, jusqu'en 1951 au Canada, pas question pour un Autochtone d'obtenir un diplôme universitaire, sinon il perdait son statut d'Indien. L'émancipation, donc cette notion-là, sera définitivement abandonnée en 1985, lorsque la loi sur les Indiens a été une fois de plus modifiée. Dès lors, c'est chaque bande qui obtient le droit de fixer ses conditions d'appartenance. Toujours en 51, le gouvernement fédéral prôna pour la première fois l'abolition des pensionnats. Alors, je vais... et en 1960, les Indiens acquièrent le droit de voter aux élections fédérales, alors qu'ici au Québec, ben, le droit de vote sera acquis en 1969. Donc, c'est quand même tard, ça. Et on prend note que le Québec est la dernière province canadienne qui a octroyé le droit de vote aux populations autochtones. Alors, en 1969, on avance, le livre blanc, officiellement connu sous le nom de la politique indienne du gouvernement du Canada, était un document politique où le gouvernement du Canada tentait d'abolir les documents légaux antérieurs
portant sur les peuples autochtones, y compris la loi sur les Indiens. On a tenté d'abolir la loi sur les Indiens. On a tenté d'abolir également les traités autochtones. Bon, heureusement, tout ça a très mal passé parce qu'il y a un autochtone, un Indien de l'ouest du pays, M. Harold Cardinal, qui a répliqué la même année en publiant son livre rouge, donc en anglais, Unjust Society, qui préconisait la reconnaissance des traités comme étant des accords sacrés incarnant la source de tous les droits et du statut d'Indien. En 1972, la Fédération des Indiens du Canada, donc on peut dire que c'est l'ancêtre de l'APTQ, l'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui n'existait pas encore à ce moment-là. Donc, la Fraternité des Indiens du Canada publie un document important, la maîtrise indienne de l'éducation indienne, qui signifiait un fort désir de prendre en charge le chapitre de l'éducation, que cette prise en charge-là s'opère par le biais des Autochtones. Donc, la fraternité cible 4 domaines où le contrôle autochtone doit s'exercer. Alors, tenez-en compte parce que ces 4 domaines-là, c'est toujours d'actualité. Premier domaine, la responsabilité juridique de l'éducation devrait revenir aux Autochtones. Deuxièmement, le droit de collaborer au contenu des programmes devrait revenir aux Autochtones. Troisièmement, la formation des enseignants autochtones, donc on devrait prendre charge de tout ça. Et la sensibilisation du personnel alloctone également. Donc, c'est pas par le biais de colloques, là, ça devrait se faire autrement. Et puis, quatrièmement, les institutions scolaires devraient être contrôlées par les Autochtones. Au cours des années suivantes, parce que le document de la fraternité a fait son œuvre, les pensionnats seront fermés progressivement et des écoles neuves seront construites. Donc, bon, un instant, j'ajuste. Bon, voilà. Les écoles neuves seront construites dans plusieurs communautés. Toutefois, les transferts fédéraux, et c'est toujours vrai aujourd'hui, demeurent insuffisants et le calendrier ainsi que les programmes sont imposés par les provinces. Donc, le gouvernement fédéral finance et ce sont les provinces qui imposent les calendriers et les programmes. En milieu urbain, et ça c'est important parce que 60% des Autochtones y habitent, il y en a beaucoup à Montréal notamment, il apparaît que les étudiants autochtones doivent suivre le même programme que les allochtones. Donc, aucune différence en milieu urbain pour 60% des Autochtones. En 1975, je poursuis. En vertu de la Convention de la baie James et du Nord québécois, les écoles des Cris et des Inuits se voient rattachées à de nouvelles commissions scolaires avec des programmes relevant toutefois du ministère de l'Éducation du Québec. Incidemment, les Cris et les Inuits prennent le contrôle de leur commission scolaire. Et après la signature de la Convention du Nord-Est québécois en 78, donc c'est pas complètement autre chose, mais disons que c'est un addenda de la première Convention. Les Naskapi ouvrent leur propre école dans la nouvelle communauté de Kawawashkamak, qui est située tout près de Shefferville. Donc, ils ouvrent tout ça en 84 et cette école-là est administrée en partenariat avec la Commission scolaire anglophone, qui est connue aujourd'hui sous le nom de Central Québec. Donc, c'est une commission scolaire anglophone qui est allochtone. Bon, le Conseil Atikamekw montagnais, que vous voyez ici, est fondé en 78. En 90, le Conseil devient l'Institut culturel éducatif montagnais. Et ensuite, en 2010, ça devient l'Institut Tchakapèche. Ce dernier institut offre des services éducatifs à 7 des 9 communautés Innu dans la visée de préservation de leur langue et de leur culture. Au Québec, la langue d'enseignement dans les écoles publiques, c'est le français et à certaines conditions, l'anglais.
Mais l'article 97 de la Charte de la langue française, qui est une loi québécoise, stipule que les réserves et les communautés autochtones n'ont pas à se soumettre à ça. Dans les faits, l'enseignement des langues autochtones demeure administré par les communautés et la province n'intervient pas en la matière. Alors, en 2010, le Canada a donné son appui à la déclaration de l'ONU sur les peuples autochtones qui confère le droit aux enfants autochtones de recevoir un enseignement dans leur langue, mais c'est un droit qui demeure toujours lésé, au Québec du moins, aujourd'hui en 2022. Le 30 novembre 2021, c'est récent ça, pour soutenir et améliorer la réussite et la persévérance scolaire des élèves autochtones, le gouvernement du Québec a investi 19,4 millions de dollars. Il s'agit de la mise sur pied de 3 mesures visant le soutien direct aux élèves, visant le matériel pédagogique, donc l'adaptation du matériel pédagogique et visant la révision des programmes. Ce qui nous mène finalement aux enjeux de la formation initiale, parce que Jean-Luc et moi, on a décidé de vous parler de la formation initiale et de l'université, puisque il y a une présentation précédente sur les cégeps. Donc, premier enjeu, la formation des enseignants autochtones. Il y a eu déjà des tentatives de formation, notamment par l'UQAT et l'UQAC à Chicoutimi, mais l'ensemble des gens, des Autochtones qui ont été formés sont maintenant vieillissants. Donc, c'est des gens qui ont dans la soixantaine et puis on n'a vraiment pas de relève. On a besoin aussi de relève en enseignement des langues autochtones parce que ça existe très, très peu. On a entendu Samian dernièrement parler de son aventure à Granby puis dire que, bon, lui, il avait été formé à sa langue autochtone, à sa langue algonquine, à Picogan par Mme Moat, France Moat. Donc, France, que je connais très bien, aujourd'hui, dans la soixantaine, il n'y en a pas de relève. Bon, un autre point, la persévérance scolaire. Et ça se vit vraiment au niveau du secondaire, parce qu'au niveau du secondaire, là, il y a une très large majorité des Autochtones qui décrochent de l'école. Donc, il est là le problème, au niveau secondaire 2 particulièrement. Lorsqu'on va dans les classes de secondaire 4, secondaire 5, écoutez, 1 ou 2 Autochtones, c'est tout. Un autre enjeu, le développement des services aux élèves hors communauté, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a rien, il n'y a à peu près rien là, pour 60% des Autochtones qui sont en milieu urbain. Il n'y en a pas de service, il n'y a aucune sensibilisation qui est faite par rapport à leur culture ou à leur langue. Et dernier enjeu, l'inclusion de contenus contemporains dans les programmes. Écoutez, on entend beaucoup parler de ce que les Autochtones, comment les Autochtones étaient avant la colonisation, comment ils étaient au 16e siècle. Très, très peu par rapport à la place des femmes qui était mise en place par les Autochtones. Aujourd'hui, au Québec, on se targue de dire que les femmes occupent une grande place. Mais écoutez, ça vient de nous, ça vient des Autochtones. La foresterie autochtone, écoutez, chez les Autochtones, il n'est pas question de raser les forêts au complet. Il est question de faire des coupes sélectives. Ça, on devrait en parler. Les avantages fiscaux. On sait bien, vous autres, vous ne payez pas de taxes. Bien, ça serait peut-être important de l'expliquer, ça, cet aspect-là. Les difficultés d'emprunt hypothécaire, lorsqu'on vit sur une réserve dans une communauté, pas question d'aller à la banque pour emprunter de l'argent pour se faire construire une maison, parce que la banque va nous dire, bien, vous autres, vous êtes insaisissables et vous n'en aurez pas d'argent. La vérification des testaments. Quand mon père est décédé en 2004, il y avait un testament, mais il a fallu que ce testament-là soit vérifié par le gouvernement fédéral avant qu'on m'accorde ce qui était prévu là-dedans. C'est épouvantable. Alors, c'est des choses comme ça que je dis, c'est vraiment un enjeu, inclure des contenus contemporains. Alors là-dessus, je cède la parole à mon collègue Jean-Luc qui va poursuivre avec l'université.
Donc, merci Bruno pour cette présentation. Merci aussi, bien sûr, à Bib et aux organisateurs donc de m'avoir invité. Aussi, bon, pour la petite histoire, j'ai à une autre époque étudié au Cégep de Maisonneuve, donc j'ai été très ravi de cette invitation. Alors, je vais partager le PowerPoint, attendez, qui est le même en fait, là, mais je vais pouvoir poursuivre de mon côté. Je peux continuer à l'opérer si tu veux, Jean-Luc. Ah, ouais, ça peut être une façon aussi. Je te laisse parler. Ok, c'est bon. Mais dans ce cas-là, attendez, je vais arrêter le partage. OK, c'est bon. Donc, on va y aller avec, c'est ça, premièrement, quelques enjeux en lien avec l'histoire. Donc, je pense que c'est important de le préciser, justement, bon, dans la foulée de ce que Bruno disait là, par rapport à la maîtrise indienne de l'éducation indienne. Donc, c'est un mouvement aussi qu'on a appelé la prise en charge. Donc, autrement dit, dans les années 70, les communautés autochtones ont commencé davantage à prendre en charge notamment les écoles, les services sociaux. On parle surtout d'une prise en charge administrative, là, évidemment, toujours sous la bénédiction en quelque sorte du gouvernement fédéral. Mais donc, dans ce contexte-là, il y a eu un grand intérêt pour le développement de formations universitaires qui visaient plus spécifiquement les Autochtones. En fait, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait, par exemple, dès 1970, à l'Université McGill, aussi à Concordia, qui offrait en fait quelques cours pour les en fait, étudiants autochtones, mais vraiment sur le campus, donc à Montréal. Il y a eu aussi, bon, évidemment, le Collège Manitou, là, qui est en fait, en quelque sorte, l'ancêtre du collège Kiuna, là, dont on a parlé aussi hier. Donc, c'est né dans cette foulée-là. Il y avait un volet à la fois collégial et universitaire. Également, l'UQAC, donc, qui a développé dans cette période ce qu'on a appelé le programme d'amérindianisation, donc, autrement dit, pour former des enseignants autochtones qui enseignaient, par contre, seulement dans les communautés autochtones. Donc, autrement dit, c'était des programmes vraiment spécifiques. Et donc, c'est dans ce contexte-là vraiment qu'il y a eu un intérêt grandissant. Par contre, c'est surtout à partir des années 2000 qu'on voit qu'il y a un certain essor quand même dans les services et en fait, à la fois les services aux étudiants autochtones et aussi les formations là, qui ciblent davantage les étudiants autochtones. C'est en lien notamment avec la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones. Bon, ça, c'est intéressant aussi quand on fait un peu d'histoire, c'est qu'on se rend compte finalement qu'il y a des enjeux qui reviennent assez régulièrement formulés de différentes façons. Parce qu'en fait, si on remonte à cette commission donc de 1980, en fait, dont le rapport a été publié en 1996, on voit des recommandations vraiment très précises là, qui sont destinées aux établissements, donc en fait cégep et universités. Et donc, bon, on parle de quelques exemples, là, développer un climat accueillant, aussi inclure davantage de contenu, de perspectives autochtones dans les cours, développer aussi un local pour les étudiants autochtones, recruter davantage de professeurs autochtones et sensibiliser le personnel aux cultures autochtones. Donc, c'est des éléments qui étaient aussi déjà mentionnés sous différentes appellations dans la maîtrise indienne de l'éducation indienne. Et on voit aussi que donc dans cette foulée-là, il y a eu quand même davantage aussi de formation de services qui se sont développés, mais c'est aussi encore plus récemment donc quelques recommandations et appels à l'action de commissions d'enquête, en fait, qui ont mis le doigt aussi sur les lacunes, donc qui sont, comme je vous dis, identifiées quand même depuis les années 70. Donc, on parle premièrement à la commission Vérité-Réconciliation. Donc, je vous ai mis ici les différentes propositions, recommandations qui sont en lien. On parle aussi, bien sûr, de l'enquête sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues, et également la commission vient, donc en lien avec les services publics. Bon, ce qu'on retient finalement, c'est mettre l'accent davantage sur l'accessibilité aux études chez les Autochtones et aussi inclure davantage de perspectives et de réalités autochtones dans la formation universitaire. Donc, on a voilà, donc ces éléments. Maintenant, si on y va plus spécifiquement par rapport à la formation aux services offerts, bon, bien sûr, je prétends pas ici faire un catalogue là, de toutes les initiatives qui se font. En fait, si vous voulez en savoir plus, vraiment, il y a un rapport très intéressant là, du Bureau de la coopération interuniversitaire, donc le BCI, qui est paru en 2020, là, qui dressait un portrait vraiment complet et détaillé du portrait dans chacun des établissements. Mais bon, quelques
éléments qu'il faut retenir, premièrement, c'est que la plupart des étudiants autochtones fréquentent des programmes d'études qui sont offerts à l'ensemble des étudiants. Donc, c'est quand même assez minoritaire, là. Il y a quelques formations quand même qui sont offertes. C'est important de le préciser. Bon, par exemple, en enseignement, en administration, c'est vraiment les formations qui sont davantage offertes. C'est parfois offert dans les communautés, aussi à distance, mais évidemment, dans la grande majorité des cas, c'est sur campus. Donc, il y a, bon, je vous donne quelques exemples, évidemment, qui ne sont pas exhaustifs. Il y a, par exemple, l'Université McGill qui offre un baccalauréat en enseignement dans certaines communautés autochtones. Il y a aussi, surtout dans le Nord, d'ailleurs, il y a aussi l'UQAT qui offre un certificat en gestion des ressources humaines qui est destiné plus spécifiquement aux Autochtones. Également l'UQAC qui offre, par exemple, un certificat en techno-linguistique autochtone. Et aussi, à l'Université de Montréal, on a un DESS en récit et médias autochtones, dont d'ailleurs Emmanuel Dufour a glissé quelques mots hier dans sa présentation. Mais donc, autrement dit, il y a quand même ces formations-là qui sont plus spécifiquement destinées aux étudiants autochtones. Il y a aussi certains cours là, quand même et programmes qui sont axés sur des questions autochtones, mais qui ne visent pas forcément, en fait, qui visent un grand public. Là. Donc, il y a, bon, par exemple, on pense évidemment au certificat en études autochtones de l'Université Laval, qui peut attirer des étudiants autochtones, mais aussi des étudiants, évidemment, de tous les horizons. Maintenant, par rapport aux services, en fait, c'est un développement qui est assez inégal, évidemment, d'un établissement à l'autre, mais on a quand même plusieurs établissements, surtout dans les dernières années, donc depuis les années 2010, qui offrent des services qui ciblent les étudiants autochtones, donc indépendamment des programmes que les étudiants fréquentent. On pense bon, notamment sur le plan scolaire, des services de tutorat, de mentorat, aussi sur le plan extrascolaire, donc des services en lien avec, par exemple, la recherche de logement. Ça, on sait que c'est un enjeu très préoccupant, étant donné, évidemment, la grande mobilité des étudiants autochtones qui, dans la très grande majorité des cas, doivent déménager pour poursuivre les études. Aussi, bon, par exemple, des services en lien avec des activités de socialisation, aussi, bon, faire le lien avec les communautés pour aussi mieux soutenir les étudiants. Donc, aussi, ce sont des services qui incluent généralement un local, donc, qui accueille les étudiants autochtones. Je vous donne quelques exemples qui, encore là, ne sont pas exhaustifs. Bon, vous avez l'Université Concordia qui a développé le Otse ACTA, donc j'espère que je prononce bien, Student Center, l'Université McGill, le First People's House, l'UQAC, le Centre Nicanité. Vous avez aussi, bon, par exemple, l'UQAT avec le Service Premier Peuple. Donc, différents exemples, évidemment, à la fois dans des universités, dans les grands centres urbains, mais aussi davantage en région. Alors, je vais poursuivre avec les parcours étudiants autochtones. Donc, merci Bruno pour la fiche. En fait, par rapport au parcours étudiant, je vais me baser surtout sur les données que j'ai collectées dans le cadre de ma thèse. Donc, autrement dit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interviewé une vingtaine d'étudiants autochtones et donc qui concernait justement leur projet d'études. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est bon, premièrement, de voir le profil des étudiants autochtones, c'est-à-dire, et ça, c'est pas seulement dans ma thèse, c'est un profil quand même assez majoritaire qu'on retrouve dans la littérature, dans les différentes recherches depuis les années 70, c'est-à-dire vraiment, on parle majoritairement de mères dans la trentaine qui sont de langue maternelle autochtone et qui effectuent un retour aux études après avoir travaillé dans leur communauté. C'est encore le profil très majoritaire qu'on retrouve de nos jours. Par contre, évidemment, ça, c'est important de le préciser, là, quand on parle des étudiants autochtones, bon, forcément, on parle quand même de 11 nations dans le cas du Québec, on parle d'une cinquantaine de communautés. Donc, les réalités sont très disparates d'une communauté à l'autre. Par contre, il y a quand même ces éléments qui reviennent, mais aussi il y a de plus en plus quand même d'étudiants plus jeunes. On en a vu hier, bon, dans le cas des cégeps, mais il y en a aussi à l'université, des étudiants aussi, bon, par exemple, qui ont grandi en ville, donc qui sont autochtones en milieu urbain, qui n'ont pas forcément les enjeux par rapport au déménagement qui sont les mêmes, évidemment, que ceux qui proviennent des Autochtones. Mais malgré tout, il faut savoir que c'est ça, le profil dont j'ai écrit traditionnellement atypique parce que
justement, c'est un profil majoritaire, en fait, qui est encore celui qu'on retrouve. Bon, quelques facteurs là, qui influencent la poursuite d'études. Premièrement, la transmission d'un rapport favorable à l'école. Ça, c'est important de le préciser, c'est-à-dire que bon, la plupart des parents et aussi de la famille élargie ne détiennent pas une forte scolarité. Donc, en termes de diplôme, là, en termes surtout de diplôme universitaire. Donc, c'est ce qu'on appelle en sociologie des étudiants de première génération. Donc, autrement dit, pour qui l'expérience des études universitaires est une première dans la famille. Donc, ce qu'on voit, c'est que malgré tout, les parents ont transmis un rapport favorable, c'est-à-dire qu'il y a évidemment, bon, Bruno en a parlé en lien avec les pensionnats, avec toute l'histoire de la colonisation qui a affecté l'école chez les Autochtones. Il y a énormément de traumatismes qui sont associés à ces événements. Par contre, ce que j'ai vu chez les participants, c'est que leurs parents valorisaient beaucoup l'école justement pour améliorer les conditions, tout en étant très critiques. Donc ça, c'est important quand même de le préciser. Donc, ils vont pas forcément non plus être d'accord avec ce qui se fait à l'école, mais il y a un encouragement à la poursuite des études en ce sens-là. Et aussi, il y a quand même donc la parentalité. Là, j'en ai parlé aussi bon par rapport au fait que ce sont beaucoup des étudiants donc qui effectuent des retours aux études, souvent après avoir donc eu des responsabilités parentales en fait qu'ils poursuivent aussi durant les études. Et ça, forcément, ça a aussi un impact, bon, par exemple, sur les services qui doivent être développés pour les étudiants autochtones. Dans beaucoup de cas, les étudiants aussi vont déménager avec leurs enfants ou à tout le moins une partie de la famille. Donc, aussi quelques éléments. Bon, bien sûr, le soutien financier. Il faut savoir que les programmes varient beaucoup d'une communauté à l'autre. Alors, on ne peut pas forcément faire un portrait bon exhaustif, loin de là. Mais ce qu'on retient, c'est que bon, dans le cas des étudiants que j'ai rencontrés, la grande majorité en avait eu. Par contre, pas forcément durant toutes les études. Et aussi, il y a des critères bon qui varient beaucoup d'une communauté à l'autre. Et parfois, bon, les étudiants aussi, bon, certaines années pouvaient ne pas avoir de financement en raison de ces critères. Et aussi, un autre élément, le lieu de résidence, donc évidemment, la très grande majorité qui a connu au moins un déménagement. Et aussi, c'est important de le rappeler, bon, on en a parlé beaucoup hier en lien avec la langue d'enseignement dans les cégeps, mais ça a un impact aussi parce que le choix, évidemment, est plus limité pour ceux et celles qui veulent étudier en anglais. Il y a aussi, bien sûr, une offre plus limitée dans certaines régions, donc surtout dans les communautés, bon, dans le Grand Nord. Bruno parlait, par exemple, des Naskapi, encore des Inuits, des Cris. Donc, évidemment, la réalité n'est pas la même que ceux qui sont davantage proches des milieux urbains. Et finalement, les expériences professionnelles, ça c'est en lien surtout avec les retours aux études. Donc, autrement dit, plusieurs retours qui sont effectués pour aussi bon, par exemple, des besoins d'avancement professionnel, donc qui vont expliquer la poursuite des études. Et bon, par rapport au profil aussi, ce qu'on retrouve, c'est surtout dans les domaines des sciences de l'éducation, administration, sciences humaines et sociales. Et ça, c'est une constante aussi. Il y a beaucoup d'efforts là, qui sont faits quand même pour favoriser le développement, en fait, la poursuite des études dans des domaines associés aux sciences, bon, par exemple, en médecine, en génie aussi, sciences pures, sciences appliquées, mais il y a malgré tout un grand écart là, qui persiste à ce niveau-là. Alors, je vais poursuivre, merci Bruno, avec les projets des étudiants. Bon, projet de vie, en fait, ça, c'est un concept là, que j'ai emprunté à l'anthropologue Mario Blazer, donc de l'Université de Montréal à Terre-Neuve et Labrador. En fait, bon, quand on parle de projet de vie, c'est l'idée de favoriser le développement local dans les communautés. Et je trouvais ça intéressant pour expliquer justement les projets d'études des étudiants autochtones, parce que, en fait, une constante qui demeure dans la très grande majorité des cas, c'est que finalement, le projet d'études ne vise pas seulement l'étudiant lui-même dans une optique, par exemple, de réussite scolaire pour obtenir un diplôme, s'insérer sur le marché du travail. Bien sûr, ça en fait partie.
Mais il y a aussi beaucoup la question de redonner à la communauté là, qui est vraiment sous-jacente aux différents projets. Donc, il y a différents motifs là, qui sont associés à l'identité aux cultures autochtones et ça peut prendre bien sûr des formes différentes. On pense bien sûr dans la communauté d'origine, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. C'est le modèle, disons, un peu plus traditionnel, c'est-à-dire, bon, par exemple, l'étudiant qui va poursuivre des études et qui revient par la suite dans sa communauté ou encore il reste lorsqu'il est davantage dans le milieu urbain et qui cherche à soit y travailler, soit s'impliquer dans des projets communautaires. Et on voit donc que le sens donné aux études est très étroitement associé justement à ce mieux-être dans la communauté. Il y a finalement un ancrage qui est très local là, dans cette contribution. C'est par exemple le cas d'une participante que j'ai appelée Marie, là, qui est évidemment un pseudonyme parce que, forcément, on doit préserver la confidentialité dans la présentation des données. Et donc, cette participante, en fait, qui a poursuivi des études pour vraiment développer des services d'éducation, services sociaux dans sa communauté. Un autre exemple aussi, par exemple, quand on parle sans ancrage local a priori, c'est-à-dire qu'il y a des projets aussi qui peuvent être plus généraux là, par rapport au mieux-être, qui vont pas être forcément dans la communauté d'origine, en milieu urbain ou encore dans d'autres communautés, mais qui vont être, par exemple, dans le cas d'Hélène, une autre participante, qui, elle, a développé un projet vraiment pour favoriser l'épanouissement, la valorisation des cultures autochtones, donc en aidant les artistes autochtones, et c'était pas seulement dans sa communauté d'origine. Donc, aussi un dernier élément à retenir aussi, c'est que la très grande majorité avait ce projet bien avant de s'inscrire à l'université. Donc, ça, c'est une constante aussi, là, c'est-à-dire, on voit, par exemple, dès la première inscription, j'en avais 14 là, sur 23 qui avaient ce projet. Il y en a 5 qui l'ont développé aussi pendant leurs études. Et finalement, il y en a quand même 4 qui n'avaient pas de motif directement relié à cet enjeu. Donc là, je vois le temps qui défile, je m'en excuse. Alors, je vais poursuivre avec la question, on approche de la conclusion, donc du racisme. Peut-être avant de passer à la conclusion, je vais juste dire quelques mots sur le racisme en milieu universitaire. On pourra poursuivre au besoin à la période de questions. Simplement préciser que c'est un phénomène quand même qui n'est pas récent. C'est dénoncé depuis les années 70 par les étudiants autochtones de McGill. Et aussi, je vous ai mis quelques citations là, de participants à mon projet de thèse qui, justement, dénoncent des situations où on parle beaucoup de micro-agressions, où on parle aussi, donc à l'échelle individuelle, mais davantage aussi à l'échelle systémique là, par rapport à l'enseignement universitaire lui-même. Mais ce qu'on retient de tout ça, c'est que c'est beaucoup relié à l'ignorance des cultures autochtones chez les étudiants et les professeurs. Et donc, en conclusion, pour la dernière fiche, s'il te plaît, Bruno. Oui, en fait, merci. Donc, juste en conclusion, préciser bien sûr que quand on parle de la prise en charge, ça s'est surtout fait d'un point de vue d'administration, donc davantage dans la gestion des écoles, mais moins dans le contenu. Aussi, bien sûr, le plus grand défi, c'est de diplômer au secondaire, mais il ne faut pas oublier donc d'assurer un soutien dans les universités et ça se fait évidemment dans toutes les régions. Donc, on doit tenir compte des besoins des étudiants autochtones des différentes régions et finalement voir au-delà de la réussite scolaire, donc pour la réussite éducative, c'est-à-dire vraiment qui embrasse l'éducation tout au long de la vie. Et je vous laisse sur cette image, en fait, d'un modèle là, qui est souvent cité là, par rapport à la vision holistique de l'apprentissage chez les Premières Nations.